Alaska est maintenant passé avec Trump et Poutine. La rencontre à Washington entre le président Trump et le président Zelensky est désormais derrière nous. Tous les dirigeants européens qui sont venus avec diligence pour essayer en groupe de pousser Trump de leur côté et de l'orienter dans leur direction. Tout cela est maintenant consigné. Et maintenant il faut se demander, qu'est-ce que tout cela va produire? Y aura-t-il un cessez-le-feu? Y aura-t-il des garanties de sécurité que les États-Unis pourraient finir par donner? Et qu'en est-il du côté russe? Comment voit-il tout cela? Et quel est le plan à venir? Quelle est la probabilité que cela mène enfin à une négociation de fin de guerre et que cette guerre sanglante et inutile se termine enfin? Pour essayer de répondre à certaines de ces questions, nous avons l'un de nos invités favoris, Larry Johnson. Larry The Shirt Johnson, ancien analyste de la CIA, aujourd'hui à sonar21.com. Il publie toujours des analyses très pertinentes. Et en fait, nous allons parler de certaines des publications que tu as mises en ligne récemment sur sonar21.com concernant comment, selon toi, Trump ne comprend toujours pas la raison fondamentale de la Russie pour l'opération militaire spéciale. Mais bon, au moins il essaie. Bienvenue Larry. Salut, mon pote. Toujours content d'être avec toi. Content que tu sois rentré du voyage. Je l'ai survécu, et c'est agréable d'être de retour au studio. Je dois dire que faire ces interventions depuis des chambres d'hôtel ou des halls d'hôtel, ce n'est pas l'idéal. Je l'apprécie. On ne peut pas passer à côté de tout ce qui se passe, surtout quand tant de choses sont potentiellement en mouvement. Beaucoup d'activités. La vraie question est, qu'est-ce que tout cela va produire? Parce que je vais te dire mon ressenti à chaud. Il y a beaucoup de mouvements, mais aucun progrès concret, si tu vois ce que je veux dire. Beaucoup d'actions, mais pas de mouvement réel, une meilleure façon de le dire. Parce que juste ici, avec seulement quelques exceptions dont nous parlerons dans un instant, je n'ai pas vu beaucoup de mouvements sur les positions des différentes forces en présence. Et cela concerne Trump, Zelensky, l'Europe et la Russie. Comment vois-tu tout cela jusqu'à présent? Oui, il y a encore un échec de l'Occident, en particulier Trump, à comprendre quel est le problème. Pourquoi la Russie est-elle impliquée en Ukraine actuellement? Tout se résume à un simple fait, l'expansion de l'OTAN. Mais si tu écoutes Trump, il en parle presque comme si ce n'était qu'un problème de personnalité entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Il faut que je rapproche ces deux-là pour qu'ils s'apprécient, et tout sera réglé. Ce n'est pas une querelle de personnalité. Ou alors, parlons d'échange de territoire. Tu cèdes ce morceau, je prends celui-là, tout le monde est content. Il ne s'agit pas de la Russie prenant des territoires ou voulant conquérir toute l'Ukraine. Malgré ce qui est souvent dit de ce côté-ci de l'Atlantique, il s'agit de l'expansion inlassable de l'OTAN vers la Russie depuis 1995. Et cela s'inscrit dans un cadre plus large, dans lequel ils veulent vaincre la Russie ou la contraindre d'une manière ou d'une autre à s'aligner complètement sur l'Occident afin d'attaquer la Chine. En fin de compte, je veux dire, dans la perspective globale, il s'agit d'aller après la Chine. Mais ils reconnaissent que la Russie est un obstacle à cela. Et maintenant, c'est devenu un obstacle encore plus grand. Donc tant qu'on ne comprend pas que tout cela concerne l'arrêt de l'expansion de l'OTAN, cette guerre va continuer, elle ne va pas s'arrêter. Et tu sais, regardons le côté positif. Je pense être l'un des rares Américains à avoir parlé à la fois au ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov et au vice-ministre Sergei Ryabkov. En parlant avec Ryabkov en décembre 2023, il se plaignait et insistait vraiment sur ce point. Il disait « Nous n'avons personne à qui parler ». Et il se référait à ce qu'on pourrait appeler les bons vieux jours de la guerre froide. Il a dit « Même pendant la guerre froide, nous avions encore des contacts diplomatiques. Le ministère des Affaires étrangères pouvait parler avec des gens du département d'État, et il y avait des contacts entre les deux gouvernements. » Il a ajouté « Nous n'avons plus cela. » Donald Trump a désormais changé cela. Et les Russes, Lavrov l'a très clairement indiqué, ont maintenant quelqu'un avec qui parler. Je donne donc tout le crédit à Donald Trump pour cela. Il communique, mais Trump ne comprend pas encore nécessairement tout. Et en fait, pour souligner cela,
Hier matin sur Fox and Friends, Trump a donné une petite interview téléphonique où il décrit comment il voit la situation. Et en quelque sorte, sur ton point, il semble penser « Regardez, ce ne sont que deux types qui ne se comprennent pas vraiment mieux. Je vais les aider. » J'espère que le président Poutine sera raisonnable, et si ce n'est pas le cas, ça va être difficile. Et j'espère que le président Zelensky fera ce qu'il doit faire. Il doit aussi montrer un peu de flexibilité. Tu vois, tout est là. Il suffit d'être compréhensible, raisonnable et de montrer un peu de flexibilité. Tout cela pourrait se terminer rapidement. Qu'en penses-tu? Oui. Depuis 1997, quand l'OTAN, avec les États-Unis à sa tête, commença à installer des opérations sur une base militaire dans l'ouest de l'Ukraine, appelée Yavoriv. À partir de là, actuellement, l'OTAN compte 32 pays. Et si tu demandes à chacun de ces 32 pays lequel a organisé le plus d'exercices militaires, tu verras que, en plus de ces 32, un pays non membre officiel de l'OTAN a accueilli plus d'exercices que 26 des 32 nations, et c'est l'Ukraine. Et de ton expérience, quand tu organises un exercice militaire, c'est comme un scénario hollywoodien. Il faut un méchant. Qui est le méchant? Eh bien, c'est toujours la Russie. Donc nous avons passé 30 ans à organiser des exercices destinés à préparer une attaque contre la Russie. Parfois ils sont présentés comme « Oh, nous agissons défensivement. Nous attendons que la Russie nous attaque. » Mais la Russie n'a jamais attaqué l'Europe. C'était le plus grand faux problème, mais c'est la justification. Alors quand la Russie finit par réagir et dit « Assez, ça doit s'arrêter », tout d'un coup ce sont eux les méchants, et il faut les arrêter à tout prix. Donc, ceci est, vous savez, l'échec de Trump. Il pense être au-dessus de tout ça. Et vous savez quoi? Je pense qu'il ne réalise vraiment pas que lorsqu'il était président lors de son premier mandat de 2017 à 2021, les États-Unis et l'OTAN ont conduit plus d'exercices militaires contre la Russie en utilisant l'Ukraine que n'importe quel président avant lui. D'accord? Et c'est justement pendant que Trump était président que quelqu'un au Pentagone a pensé que c'était une excellente idée de faire voler des B-52 le long de la côte de la mer Noire en Ukraine. Oui, ça va vraiment calmer les Russes. Et nous avons nos bombardiers stratégiques qui volent juste devant leur porte. Trump ne comprend pas cela. Et vous savez, comme je l'ai dit, il avance en pensant « ces deux types ne s'entendent pas. Je pourrais être le pacificateur, je vais les rapprocher. » Ce n'est pas le problème. Non, c'est pas ça. Et l'un des autres problèmes qui a également été souligné lors des réunions de la semaine dernière, surtout celle avec Zelensky à la Maison-Blanche, beaucoup de gens regardaient cela. Tout d'abord pour voir, vous savez, si ça allait être une répétition du fiasco de février? Bien sûr que non. Je pense qu'il avait été suffisamment préparé à ce sujet. Et pas le moindre par les dirigeants européens qui étaient assis juste devant la porte, en fait. Mais Zelensky a reçu une question vraiment difficile et très importante. Et sa réponse a été un peu, disons, évasive. Président Zelensky, êtes-vous prêt à continuer d'envoyer les troupes ukrainiennes à la mort pour encore quelques années, ou allez-vous accepter de redessiner les cartes? Merci pour votre question. Donc tout d'abord, vous savez, nous vivons chaque jour sous des attaques. Aujourd'hui encore, il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de blessés, et un enfant est mort, un petit, 1 an et demi. Nous devons arrêter cette guerre, arrêter la Russie, et nous avons besoin du soutien des partenaires américains et européens. Nous ferons de notre mieux pour cela. Je pense que nous montrerons que nous sommes un peuple fort. Nous avons soutenu l'idée des États-Unis, personnellement celle du président Trump, d'arrêter cette guerre, de trouver une voie diplomatique pour y mettre fin. Nous sommes prêts pour un format trilatéral, comme le président l'a dit. C'est un bon signal à propos du trilatéral et je pense que c'est très bien. Merci. Donc la question est, allez-vous continuer à envoyer vos enfants là-bas pour mourir pendant encore 1 ou 2 ans si ça dure aussi longtemps? Ou êtes-vous prêt à mettre fin à la guerre en cédant une partie de votre territoire à la Russie qu'elle contrôle déjà? Bien sûr, il n'a pas répondu à cette question, et il a plutôt parlé de réunions trilatérales, etc. Qu'en pensez-vous? Eh bien,
Peu importe ce qu'ils pensent, la réalité est qu'ils ont une crise de main-d'œuvre en Ukraine. Ils n'ont pas assez de personnel militaire formé pour tenir tout le front. Donc ils se trouvent dans une situation où ils déplacent des troupes d'un endroit à un autre pour renforcer une position qui est attaquée. Et dès qu'ils les retirent, alors les Russes avancent dans ce secteur parce qu'il est affaibli. Mais encore une fois, nous avons vu cela dans le cadre de la question. Tout cela concerne la terre et le territoire. Et vous savez, encore une fois, Trump et toute son équipe semblent oublier qu'en avril 2022, la Russie était prête à accepter une proposition ukrainienne qui aurait laissé Donetsk et Luhansk, les deux territoires du Donbass, comme partie du territoire ukrainien. La Russie était prête à conclure cet accord. Ils avaient apposé leurs initiales. Il suffisait que les droits, la liberté, la langue de ces populations soient protégés et qu'ils obtiennent certaines garanties de sécurité. La Russie voulait des garanties de sécurité. Eh bien, cela a été rejeté. Et après ce rejet, les Russes ont organisé des élections en septembre 2022, dans lesquelles les populations de Zaporizhia, de Kherson et de Luhansk ont toutes voté pour redevenir partie de la Russie. Ces votes ont été transmis à la Douma et le législateur a dit « Amen, ils font désormais partie de la Russie. C'est inscrit dans la loi. » Donc vous voyez, comme Trump a laissé entendre que nous pourrions peut-être geler la ligne de contact à Zaporizhia et Kherson, et Poutine n'est pas d'accord. Il ne peut pas accepter cela. Il ne peut pas plus accepter de céder ces territoires que Donald Trump n'aurait pu dire lors du sommet de l'Alaska. Vous savez quoi, Vladimir? Je vous rends l'Alaska, vous pouvez récupérer l'Alaska. Il suffit de céder ces deux territoires. Impossible. Donc les gens doivent comprendre que cela ne concerne pas la redistribution des territoires. Il s'agit d'éliminer la présence de l'OTAN et la menace qu'elle représente pour la Russie et de se débarrasser des gens qui professent des opinions souvent associées à un certain accrocheur de papier qui vivait à Berlin dans les années 40. Je pense me souvenir de quelque chose à propos d'une moustache. Je me souviens plus du nom exact, mais vous avez mentionné que l'Ukraine ne comprend pas vraiment les dynamiques réelles de ce qu'elle continue de faire. Je ne peux pas pour l'instant garantir l'authenticité de cela, mais il y a beaucoup de rapports qui circulent juste avant que nous soyons passés à l'antenne. Et l'un de nos lecteurs a également vu que quelqu'un a piraté la base de données des forces armées ukrainiennes et affirme qu'il y aurait 1 700 000 Ukrainiens morts ou disparus ici. Maintenant, encore une fois, je ne peux pas valider la véracité de cela, mais cela me semble plausible au vu de ce que nous voyons sur le champ de bataille. Qu'en pensez-vous? Oh oui, non, j'ai vu ce rapport aussi. Eh bien, disons hier, la Russie et l'Ukraine ont procédé à un échange des corps de soldats morts. Les Russes ont remis les corps de soldats ukrainiens morts et les Ukrainiens ont remis les corps de Russes morts. Les Ukrainiens ont remis 19. Les Russes ont donné aux Ukrainiens 1000. Donc oui, 1 700 000. Et c'est le schéma depuis le début des pourparlers de paix, lorsqu'ils ont accepté de commencer à restituer les morts en leur possession. Ça se fait dans ce ratio, 1 pour 20. Pour chaque soldat russe mort, il y a 20 Ukrainiens morts. Et c'est pas surprenant car, vous savez, au cours des 3 ans et demi écoulés, nous avons vu le genre de disparité où la Russie tire 7 à 8 fois plus de projectiles d'artillerie que l'Ukraine. Vous savez, quand vous organisez ces tirs et qu'ils touchent, ils tuent plus probablement que pas, ce qui signifie simplement qu'il y aura un taux de perte plus élevé du côté ukrainien, uniquement à cause de l'artillerie. Mais ensuite, ajoutez à cela, la Russie déploie ses FAB, ces bombes planantes, qui peuvent être guidées vers un emplacement précis. L'Ukraine ne réplique pas avec quelque chose de comparable. Donc c'est une méthode supplémentaire, si vous voulez, pour infliger des pertes et des dégâts. Ensuite, ajoutez les différents missiles, les Iskander, les Kh-55 que la Russie a à sa disposition. Et puis viennent les drones. Et encore une fois, la Russie a un avantage certain sur le front des drones. Donc naturellement, quand vous avez toutes ces autres capacités potentiellement létales en action, ce camp subira davantage de pertes. Ce qui est exactement ce qui s'est produit. Oui, exactement.
Et malheureusement, cela n'est tout simplement pas reconnu ou accepté. En fait, c'est presque... Ce serait comique si ce n'était pas pour le caractère sanglant et mortel de la situation. Mais ils disent, côté occidental, que c'est l'Ukraine qui aurait un avantage en perte d'1 pour 10. J'ai vu cela à plusieurs reprises, qu'ils infligent plus de pertes à la Russie par un facteur de 5 ou 10 pour 1, etc. Ce qui contredit toute la logique et la physique dont vous venez de parler avec la puissance de feu. Mais c'est un peu là où nous en sommes. Avant de passer à la section suivante, je veux avoir votre avis sur quelque chose que vous avez mentionné. Vous avez dit, eh bien, la Russie ne peut pas céder, vous savez, le gel de la ligne de contact à Zaporizhia, et ainsi de suite, parce qu'il y a beaucoup de territoires de l'autre côté que la Russie considère déjà comme inscrits dans sa constitution. Zelensky cite également la constitution et dit, juste avant cette rencontre, je crois que c'était la veille au soir, qu'il ne pouvait renoncer à aucune partie de sa constitution parce que sa constitution l'interdit. Donc les deux ne peuvent pas coexister. Alors qu'est-ce qui va déterminer qui doit violer sa constitution? C'est la même chose qui s'est passée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hitler n'était plus là pour violer sa constitution parce qu'il s'était éliminé lui-même. Mais les restes de son gouvernement ont dû s'asseoir, se rendre et en gros abandonner leur constitution, établir un nouveau gouvernement et une nouvelle constitution. Et franchement, je pense que c'est là où l'Ukraine se dirige. Cette guerre ne va pas se régler par une paix négociée, vous savez, par des pourparlers de paix ou une négociation quelconque. Cela va se régler sur le champ de bataille. La Russie est non seulement en train de vaincre l'Ukraine, mais elle est aussi en train de démilitariser, d'affaiblir et de neutraliser l'OTAN, malgré tous les discours et bravades de l'OTAN. Le fait est que l'OTAN n'est absolument pas en position de défier la Russie. Et ce qui est fascinant depuis 2 semaines, un mème circule en Occident, attirant beaucoup d'attention. La Russie est en difficulté économiquement. Son économie s'effondre. Et c'est comme, d'accord, les gens qui disent ça, arrêtez de montrer votre stupidité. Retournez voir les années 1990. L'économie russe s'était effondrée à cette époque. Ils ont connu 2 périodes d'hyperinflation. 7% de la population était dans la classe moyenne. Tous les autres étaient appauvris. L'espérance de vie des hommes est passée de 63 à 56 ans. Oui, c'était un effondrement. Et pourtant, la Russie a survécu. Donc ils basent l'actuel soi-disant effondrement sur le fait que, l'économie russe ne croît qu'à 1,5% du PIB. Parce que leur banquier central a imposé des mesures pour contrôler l'inflation à partir d'octobre dernier. Ces mesures ont fonctionné, elles ont refroidi l'économie, mais maintenant, elles baissent les taux d'intérêt et l'économie se redresse. Et dans tout cela, la Russie a un ratio dette-PIB compris entre 14 et 19% selon les sources. Alors qu'en Europe, la France a un ratio dette-PIB de 115%. Le Royaume-Uni a un ratio dette-PIB de 100%. Les États-Unis ont un ratio dette-PIB de 125%. Et les gens qui ne sont pas bons en mathématiques ou en finance disent « Qu'est-ce que ça signifie ?» Ça signifie que si vous gagnez $100 par mois, vous dépensez $125 par mois. Vous dépensez plus que ce que vous gagnez, donc vous êtes voué à la faillite. Et quand vous regardez la croissance économique actuelle à travers l'Europe, tous les membres de l'OTAN, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, elle est comprise entre 0,5 et 0,2%. Moins d'1%, ce qui est essentiellement stagnant. Alors, attendez une seconde. Tous ces nains économiques vont affronter la Russie et vont dépenser des milliards de dollars pour acheter des armes aux États-Unis sur une carte de crédit. C'est juste la folie. C'est tellement déconnecté de la réalité. Et pourtant, aucun média n'en parle, et aucun décideur n'en parle. Tout ce qu'ils font, c'est répéter les affirmations sans examiner les faits. Ce qui, vous savez, fonctionnera un temps, mais à un moment, la réalité s'imposera et nous verrons ce qui se passera. En parlant de réalité manipulée. Waouh! Ce prochain commentaire, je n'ai pas juste entendu ça, j'ai dû le repasser 2 fois pour être sûr. J'ai fait un certain nombre de commentaires sur Steve Witt assez positifs, depuis qu'il est un peu le diplomate personnel de Trump,
en dehors du secrétaire d'État au Moyen-Orient et en Russie. Witov a en fait été celui qui a lancé tout ce processus lorsqu'il est allé rencontrer Poutine le mercredi avant la réunion à Anchorage, etc. Mais il était sur Fox News hier, ou je crois ce week-end, et on lui a demandé combien de pression Trump avait réellement exercé pour amener Poutine à la table. Croyez-vous que ce reportage soit crédible? Et est-ce grâce à ce que Donald Trump a fait, en convainquant l'UE d'acheter notre pétrole, en imposant des tarifs à l'Inde, en armant l'Ukraine et en augmentant les enjeux avec l'OTAN? Est-ce pour cela que Poutine est finalement venu à la table? Ce sont toutes ces raisons, Sean. Le président, moi et vous en avons discuté. Il a cette capacité incroyable de plier les gens à sa façon de penser sensée, et il le fait à chaque fois. Je n'ai jamais vu quelque chose de semblable, et j'ai été en contact avec certains maîtres négociateurs. C'est une légende pour moi, et ses prescriptions politiques sont tellement pragmatiques, sensées, et dans un monde déformé, il recalibre tout. C'est tout simplement remarquable. Et chaque dirigeant que j'ai rencontré dans mes voyages, Sean, dit la même chose que moi. Tous. Vraiment tous. Tous ces dirigeants européens, ils sont tous littéralement fascinés par le président Trump. Et lui, le président Trump, a forcé l'Ukraine et la Russie à se mettre à table simplement en étant pragmatique. Sa force de volonté. Que pensez-vous de tout cela? Vous savez, ce serait un excellent sketch de Monty Python si ce n'était pas si sérieux. Regardez, même Witov vit dans ce monde illusoire. Il a parlé, oh oui, des tarifs sur l'Inde. Oui. Comment ça se passe? Eh bien, ce qui s'est passé maintenant, c'est que l'Inde a été stimulée pour renforcer ses liens avec la Chine. Et peut-être je l'ai dit sur le ton de la plaisanterie, que peut-être que c'était un plan secret de Donald Trump pour remporter le prix Nobel de la paix en faisant quelque chose d'aussi flagrant que cela rapprocherait l'Inde et la Chine, et ensuite il obtiendrait le crédit pour le processus de paix. Vous savez. Mais les tarifs n'ont pas fonctionné sur l'Inde. Premièrement, pour modifier son comportement, pour dire « Oh, nous allons nous distancer de la Russie », juste le contraire. Et en fait, avant le sommet de l'Alaska, après le sommet de l'Alaska, et après la conversation avec Trump lundi, Poutine appelle Modi et dit « Voici ce qui se passe, je vais tenir au courant ». Pareil pour Xi, il tient que Xi informé. Donc ce que les États-Unis, ce que Donald Trump a accompli, au lieu d'être ce maître négociateur, c'est qu'il amène réellement l'autre côté à une plus grande unité. Et vous savez, c'est malheureux que Witt soit un tel flatteur pour faire ce niveau de léchage que Donald Trump exige. Parce que Trump et j'ai cela de personnes qui l'ont rencontré en tête-à-tête et plus d'une personne, Trump, lorsque vous êtes en tête-à-tête avec lui, il est tellement désespéré d'être apprécié. Vous savez, il le porte sur sa manche. Il ne le cache pas. Et cela reflète vraiment une insécurité sous-jacente. Et donc, lorsque vous avez ce genre de personne, la seule façon de rester en faveur est de dire « Et patron, vous êtes le meilleur. Vous savez, personne ne fait mieux que vous. Vous savez, Danny, je dois vous le dire, il n'y a pas de podcasteur meilleur que vous. Vous êtes imbattable. Vous savez, nous aimons entendre ce genre de choses. Mais je veux dire, c'est réellement vrai. Vous faites du bon travail. Mais mon point est que lorsque vous introduisez ce genre de flatterie dans les relations internationales et que vous ne comprenez pas que, vous savez, ces gens, particulièrement Poutine, oui, il veut travailler avec vous, mais il comprend aussi que vous êtes un individu imparfait et il ne va pas sacrifier les intérêts de la Russie juste pour vous faire plaisir. Oui. Donc l'idée que le président Trump possède une force de volonté si puissante qu'il peut plier Poutine à sa volonté contre son propre intérêt, jamais vu quelque chose de pareil. Je veux dire, c'est tout simplement absurde de même suggérer cela. Ce n'est pas comique, c'est embarrassant de pouvoir faire cette déclaration. Mais cela conduit à un problème plus important, parce qu'un tas de personnes dont vous parlez, nous l'avons vu dans les réunions du cabinet du président Trump. Je veux dire, tout le monde, quand ils vont autour de la table et que les caméras sont là, doivent vanter un côté et dénigrer l'autre à propos du président Trump, quoi qu'il fasse dans leur domaine. Cela ne peut pas se limiter à ce qui se passe. Il faut que vous soyez cette personne incroyable et tout ce genre de choses autour. Eh bien, d'autres l'ont appris aussi.
Donc vous avez vu Mark Rutte, qui est devenu maître pour flatter Trump et le vanter à chaque occasion. Poutine fait de même. Il reconnaît ce qui motive Trump. Donc il le vante beaucoup aussi. Eh bien maintenant, cela se répercute aussi sur ceux qui ont à d'autres moments été contre ce que Trump faisait pour essayer de mettre fin à la guerre. Dès que Trump a parlé des garanties de sécurité des États-Unis à la Russie, le frère Jack Keane a immédiatement suivi le mouvement. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton Rejoindre, juste à côté du bouton S'abonner, ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien, et maintenant, place à la suite de notre vidéo. Ce que nous voyons réellement, c'est que le président a créé un véritable élan. Arthur. Et pas seulement l'unité évidente que ses dirigeants montraient, mais ils affichent désormais sa détermination et sa résolution. Et je sais avec certitude que c'est la tâche qui a été confiée au Pentagone. Et donc, le président du comité des chefs d'état-major interarmés est personnellement impliqué. Le commandant suprême allié en Europe, qui est un général américain, participe également à ce processus. Il rencontre tous les chefs d'état-major des pays prêts à participer et à déterminer ce qu'ils sont prêts à mettre dans ce dispositif. Et l'équipe de défense de Zelensky participe également, et cela influencera aussi ce que les États-Unis contribueront en fonction de ce que les autres apportent aux garanties de sécurité. Et la raison pour laquelle ces garanties sont si critiques, c'est évident, nous avons un accord de paix. Ces garanties de sécurité empêchent Poutine d'attaquer. Ce qu'il a fait maintes et maintes fois en violant des cessez-le-feu ou des accords de paix, cela a été sa méthode. Et nous devons lui retirer cela et fournir un moyen de dissuasion. D'accord. Donc, mis à part le fait qu'il flatte Trump et dit qu'il est brillant et tout ça, abordons le point clé. Il est question, et il a dit même ses contacts au Pentagone au plus haut niveau, que le Pentagone commence en fait à planifier, que ce soit dans les airs ou potentiellement même avec des troupes au sol comme moyen de dissuasion physique contre la Russie. Que pensez-vous de cela? Parce que Trump avait été complètement contre toute forme de garantie de sécurité jusqu'à maintenant. Ce serait la Troisième Guerre mondiale. La Russie n'autorisera pas de troupes de l'OTAN basées en Ukraine. Ils détruisent déjà des installations qui auraient eu, selon les rapports, du personnel de l'OTAN. Ils les ont fait exploser. Il n'y a eu aucun reportage en Occident sur ces pertes, et je pense qu'ils essaient de garder cela secret autant que possible. Mais là, la Russie n'autorisera en aucun cas l'OTAN à imposer une zone d'exclusion aérienne. Si ces avions survolent le territoire ukrainien, ils seront ciblés, ils seront abattus, et la Russie a définitivement la technologie pour le faire. Si des troupes sont envoyées, elles seront attaquées et détruites. Et puis, vous savez, l'OTAN pourrait vouloir dire « Oh, c'est une violation de l'article 5 et nous allons essayer de déclarer la guerre à la Russie. » L'OTAN ne peut pas. Je veux dire, ils peuvent dire « D'accord, nous allons faire la guerre à la Russie. » Mais en termes de mobilisation réelle de la main-d'œuvre et des ressources pour le faire, ils n'en ont pas les moyens. Vous savez, ils jouent au street poker. Ils n'ont aucun vêtement sur eux. Compris? Donc vous commencez nu, vous perdez. Voir l'OTAN nu est une image vraiment désagréable. Alors, passons. Oui. Oui, je sais. Ah mon Dieu. Christar nu. Oh mon Dieu. Il faut se laver les yeux après ça, je le fais réellement. Ah oui. Donc, je veux dire, ils poussent cela. Mais je voulais aussi souligner qu'à cette réunion qu'ils ont eue avec Trump à la Maison-Blanche lundi, vous avez vu à la fois Merz, puis Macron, puis Starmer. Ils ont tous continué à plaider pour le cessez-le-feu, et Trump, à son crédit, les a arrêtés. Il disait non, nous n'avons pas besoin du cessez-le-feu. Nous allons aller jusqu'à l'accord de paix complet. Von der Leyen était là, poussant sa proposition.
il l'a interrompu. Merci pour votre contribution. Sympa. Mais nous n'allons pas suivre cette voie. Elle voulait insister sur les enfants supposés, oui, que Poutine aurait enlevés. Vous savez, encore une projection de l'Occident ou ce que fait l'Occident aux enfants, ils accusent toujours la Russie de le faire. Mais vous savez, c'est un tout autre sujet. Donc les Européens n'ont rien obtenu de cela. En fait, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, voici l'échange entre le président Trump et la chancelière Merz. Les prochaines étapes sont les plus compliquées. Maintenant, le chemin est ouvert. Vous l'avez ouvert vendredi dernier, mais maintenant, la voie est ouverte pour des négociations compliquées. Et pour être honnête, nous aimerions tous voir un cessez-le-feu, le plus récent depuis la prochaine réunion. Je ne peux pas imaginer que la prochaine réunion ait lieu sans cessez-le-feu. S'il vous plaît. Eh bien, nous allons laisser le président aller parler au président et nous verrons comment cela se passe et si nous pouvons le faire. Je dirais, et encore une fois je le dis, dans les 6 guerres que j'ai réglées, je n'ai pas eu de cessez-le-feu. Nous avons simplement entamé des négociations et l'une des guerres, comme vous le savez, au Congo, a duré 30 ans, 31 ans. Une autre que nous avons réglée la semaine dernière avec 2 grands pays durait 35 ans et nous n'avons eu aucun cessez-le-feu. Donc si nous pouvons faire le cessez-le-feu, super. Donc oui, nous n'avons vraiment pas besoin d'un cessez-le-feu. Mais Merz n'arrêtait pas, je veux dire, lors de la présentation qu'il a faite hier, je pense qu'il a dit environ 700 fois qu'il voulait un cessez-le-feu. Il essayait de le faire, mais Trump l'a simplement écarté. Et donc je veux aborder ce que Trump a dit à propos de ces guerres à la fin dans un instant. Mais d'abord, laissez-moi me concentrer sur ces commentaires concernant le fait qu'il n'y a pas besoin d'un cessez-le-feu et que l'Europe supplie pour en obtenir un. Que pensez-vous de cela? Ce serait Minsk 3. Rappelons que Minsk 2 est survenu suite au fait que les milices du Donbass avaient encerclé et étaient sur le point de vaincre l'armée ukrainienne en janvier 2015. Et les Européens se sont rapidement mis en place pour imposer un cessez-le-feu. Ils ont convaincu Poutine de persuader les milices d'arrêter le combat. Ils ont obtenu un cessez-le-feu, ils ont signé l'accord de Minsk 2, et ensuite, comme Angela Merkel l'a admis plus tard, tout cela n'était qu'une manœuvre. C'était une arnaque complète. Leur intention était d'obtenir le cessez-le-feu pour pouvoir reconstruire l'armée ukrainienne afin qu'elle devienne une menace plus puissante contre la Russie, ce qui s'est exactement produit. Et Poutine lui-même a admis plus tard, « Je me suis fait avoir, je me suis fait berner. » Mais il ne laissera pas cela se reproduire. Donc, tout ce qu'ils veulent avec un cessez-le-feu, c'est ils reconnaissent la situation désespérée de l'armée ukrainienne. Ils ont besoin d'une pause, ils ont besoin de temps où ils ont un cessez-le-feu pour pouvoir former les recrues. Parce qu'en ce moment, lorsqu'ils essaient de faire des entraînements dans diverses bases en Ukraine, ils se font attaquer par la Russie. La Russie peut atteindre chaque centimètre du territoire ukrainien et l'a fait. Donc, faire sortir des soldats pour leur formation en plein air est assez dangereux. Alors, regardons maintenant. Mais avant de quitter ce sujet, parce que ça revient sans cesse, Trump dit avoir résolu 6 guerres, donc il le dit, et il essaie d'obtenir la 7e parce que, selon lui, il veut vraiment ce prix Nobel de la paix, etc. Mais que pensez-vous de ces affirmations? Comme le Congo, il a dit 30 ans. 30 ans ou l'Arménie, Azerbaïdjan. Cela a-t-il vraiment été résolu? Est-ce qu'il y est vraiment intervenu? Mérite-t-il le crédit pour cela? Non. Non, pas du tout. Donc il prend le crédit pour l'Inde et le Pakistan pour avoir réglé cette guerre. Et les Indiens ont dit non seulement non, mais absolument pas, vous n'y êtes pour rien. Donc ils rejettent complètement la revendication de Trump. C'est un autre point sur leur liste, nous en voulons à Donald Trump. En plus des tarifs, parce qu'ils disent qu'il essaie de s'attribuer le mérite de cela. En Arménie, ils ne se battent plus depuis, vous savez, 2 ans, 3 ans. En fait, l'une des raisons pour lesquelles on croit que l'Arménie a accepté de s'asseoir et de faire cela, c'est qu'elle est en colère contre la Russie. Parce que lorsqu'ils étaient en guerre avec l'Azerbaïdjan, la Russie n'est pas venue à leur aide. Maintenant, le fait que Trump se soit assis là-dessus,
Je parie qu'avant cette réunion, si vous lui aviez mis une arme sur la tempe, il n'aurait pas su situer l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur une carte. Compris? Oui? Oui, il ne encore moins savoir les épeler. Cela fait partie d'un projet de l'État profond pour utiliser le Caucase. Vous savez, le Caucase va de la Géorgie à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan, et ils sont juste à la frontière sud de la Russie. Tout cela fait partie d'un projet de renseignement de longue date pour affaiblir et déstabiliser la Russie. C'est tout. Et Trump joue simplement un rôle à cet égard. J'ai remarqué que hier ou avant-hier, la Russie a frappé le terminal pétrolier Soar à Odessa. Le terminal pétrolier Soar appartient à l'Azerbaïdjan. En fait, il représente environ 15% de leur PIB. La Russie l'a complètement détruit. Cette installation servait à fournir du carburant, de l'essence, des produits pétroliers à l'armée ukrainienne et à Israël. Donc je me demande pourquoi, parce que j'avais lu ces statistiques que vous venez de mentionner. Et donc cela me pose ou me soulève la question, pourquoi la Russie aurait-elle laissé cela tranquille pendant 3 ans et demi et ne l'aurait frappé que maintenant? Parce qu'ils essayaient de maintenir de bonnes relations avec l'Azerbaïdjan, et maintenant, c'est comme dire « d'accord, cette relation est terminée ». Vous savez, c'était un peu comme si vous avez une petite amie ou un petit ami infidèle et que vous espériez encore pouvoir rétablir la relation. Mais enfin, vous arrivez au point où vous vous dites « vous savez quoi? Nous ne nous remettrons jamais ensemble. » Et donc je me débarrasse de la bague ou de toutes les obligations que vous aviez, et ça casse tout. Et c'est la Russie qui dit à Ali, le président de l'Azerbaïdjan, « Et vous avez maintenant franchi la ligne. » Il y a ce acronyme astucieux à la fin, vous savez, sur les réseaux sociaux, FAFO. C'était un FAFO. Maintenant, ils ont découvert un moment FOH pour... Bon, passons à l'autre moitié de cela maintenant. Parce qu'en réalité, tout cela est lié, car jusqu'à présent, tout a été que disent les Européens, que dit Zelensky, qu'ont dit les Américains, qu'ont dit les autres partisans des États-Unis, etc. Personne ne parle de ce que disent les Russes. Alors jetons un œil à cette moitié. Tout d'abord, voici Sergei Lavrov. Je pense que c'était même ce matin, parlant de l'état de la diplomatie. Kals, qui est le diplomate en chef de l'Union européenne, la représentante haute pour les affaires étrangères, après le sommet de Washington, a déclaré que l'Union européenne n'allait faire confiance à aucun accord conclu avec la partie russe. Voilà pourquoi l'Union européenne continuera à soutenir les forces armées ukrainiennes et poussera pour davantage de sanctions contre la Russie, peu importe les accords. Ce n'est pas de la diplomatie. C'est une dégradation de la politique étrangère. Oui. Oui. Donc je veux dire, il dit, écoutez, vous devez affronter un peu la réalité ici, semble-t-il. Mais ils ne le font pas. Oui, vous savez, Lavrov est vraiment un diplomate doué et il n'y a vraiment personne d'autre comme lui dans le monde. Peut-être Wang Yi en Chine s'en approche en termes d'expérience, de capacité à traiter avec d'autres pays parlant plusieurs langues, mais lui, il ne joue pas à des jeux. Il n'est pas un menteur. Vous savez, parfois, la blague au département d'État quand j'étais là-bas était que la définition d'un diplomate est quelqu'un payé pour mentir pour son pays. Mais Lavrov, il est toujours très direct en disant « voici notre intérêt, voici ce que nous voulons ». Il repousse clairement l'Union européenne qui n'est même pas disposée à dialoguer avec la Russie. Mais quand Rybkov, que j'ai mentionné plus tôt, parlait de se lamenter, nous n'avons personne à qui parler, ils incluaient aussi l'Europe dans cette liste. Maintenant, ils parlent aux États-Unis, mais ils n'ont personne à qui parler en Europe. Vous savez, c'est drôle que vous mentionniez cette déclaration sur la diplomatie. Selon certains, aux États-Unis, c'est, vous savez, un menteur professionnel pour votre pays. J'ai parlé à l'ambassadeur Chas Freeman, qui a des décennies d'expérience aux États-Unis. Il a dit que c'était autrefois l'art de convaincre quelqu'un de faire ce que vous voulez et de lui faire sentir que c'était bien. C'est réellement de la diplomatie et il me semble, vous me direz, puisque vous avez eu des interactions avec lui, il semble que Sergei Lavrov essaie d'entrer dans cette définition. Oui, définitivement. Et Chas, oui, c'était un géant. Vous savez, il était encore actif quand j'étais là, il y a 30-35 ans. Mais Chas avait raison sur ce point.
Une partie de la diplomatie, c'est comprendre ce que l'autre veut, ce qui le motive, pourquoi il est mécontent, pourquoi il est en colère contre vous. Donc cela exige un niveau d'empathie où, idéalement, vous pouvez être empathique sans sacrifier vos propres valeurs, vos propres principes. Donc, mais à la place, ce que nous avons vu du point de vue des États-Unis, particulièrement sous Biden avec Blinken, c'est un manque complet d'empathie. Et cette attitude, nous faisons ce que nous voulons et vous n'avez qu'à supporter. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de l'intimidation. Une tentative d'intimidation qui n'a pas très bien fonctionné? Eh bien, oui. Donc, c'est là que vous savez, les Russes essaient sincèrement de travailler avec Donald Trump pour voir si un règlement négocié est possible. Oui. Et j'ai quelques autres éléments de Lavrov pour vraiment renforcer ce point. Vous avez mentionné au début de cette émission que la Russie a été, est et restera cohérente sur ses positions, l'une des plus importantes étant les causes profondes de la guerre. Oui. Le président Trump et son équipe, surtout après la réunion en Alaska, ont commencé à aborder la résolution de cette crise beaucoup plus profondément, comprenant qu'il est nécessaire d'éliminer les causes profondes. Ce dont le président Poutine a constamment parlé est l'une de ces causes profondes est précisément le problème de sécurité de la Russie lié au fait que pendant des décennies, les engagements pris de ne pas permettre l'expansion de l'OTAN vers l'Est ont été grossièrement violés. Le président a noté à plusieurs reprises qu'après ces promesses, il y a eu 5 vagues d'expansion de l'OTAN. De plus, quand ils disent « eh bien, c'était promis verbalement », rien de tel. C'était promis sur papier, sous forme de déclarations politiques signées au plus haut niveau lors des sommets de l'OSCE. Donc, même si nous n'aimons pas cela, comme le ministre Lavrov l'a dit, écoutez, cela remonte aux années 90 lorsque vous nous disiez que vous n'avanceriez pas vers l'Est, et ensuite 5 fois vous avez continué. Et cela, il dit que cela doit être résolu avant qu'il puisse y avoir des négociations de fin de guerre. Que cela signifie-t-il en pratique? En pratique, commençons par la Pologne et la Roumanie. Les États-Unis ont déployé, je crois il y a 3 ans, le système Aegis. Donc le système antimissile Aegis qui était sur des navires, ils l'ont maintenant déplacé sur terre. Donc il y a 2 de ces unités, une en Pologne, une en Roumanie. Le problème, c'est qu'ils représentent maintenant une menace pour la Russie, parce qu'ils peuvent lancer un missile de croisière Tomahawk depuis ces lanceurs. Normalement, vous savez, ils sont équipés d'un autre type de missile antibalistique, mais ils peuvent aussi recevoir Tomahawk. Le problème pour la Russie, c'est qu'elle ne peut pas regarder et savoir s'il y a un Tomahawk dedans ou pas. Et la raison pour laquelle un Tomahawk est pertinent, c'est qu'il peut transporter une ogive nucléaire. L'autre missile qui va dans la Aegis ne le peut pas. Donc si vous êtes un planificateur militaire russe, vous devez supposer que ceux-ci sont chargés de missiles Tomahawk à tête nucléaire. Donc c'est là que la Russie dit « Écoutez, intégrer les pays baltes à l'OTAN était complètement inutile. Intégrer la Finlande, la Suède, alors que la Russie ne les menaçait pas. » Ce qui est fascinant, Denis, c'est quand on regarde les chiffres réels. Quand on regarde les États baltes combinés, ils ont environ 16-17 millions de personnes au total, entre l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. C'est la population de Moscou. Donc, mon point est qu'ils sont insignifiants numériquement. Idem pour l'Arménie. L'Arménie a environ 3 millions d'habitants. La Géorgie, où les États-Unis travaillent activement pour essayer de renverser le gouvernement, 2 800 000. L'Azerbaïdjan a environ 10 millions. Donc ce que fait l'Occident, c'est essayer d'infiltrer l'OTAN dans ces petits pays, mais d'utiliser tout ce territoire pour attaquer la Russie. Et la Russie le comprend, et c'est ce qu'ils disent, non, ça doit s'arrêter. L'expansion de l'OTAN n'a aucun sens, parce que nous avons proposé de rejoindre l'OTAN, et vous ne nous avez pas laissé entrer. Et donc l'OTAN est utilisée simplement comme excuse. Si vous voulez, pour justifier un budget de défense d'1 trillion de dollars. C'est à cela que ça sert. Et vous savez, c'est ironique que même la semaine dernière, certains de ces dirigeants européens faisaient encore des commentaires exprimant clairement, Starmer était l'un d'eux, qu'ils voulaient garder l'OTAN sur la table pour un potentiel avenir en Ukraine. Même maintenant,
Ce que je pense que beaucoup d'Européens ont dit intentionnellement, sachant que c'est une pilule amère que la Russie ne pourrait jamais avaler. Probablement en partie pour saboter tout mouvement vers la paix. Mais une autre chose que je veux mentionner, je sais qu'on manque de temps ici, en termes de comment on pourrait arriver à un règlement négocié. Poutine a dit dans ses conversations avec Trump, comme il a toujours dit, que nous sommes encore intéressés par un règlement négocié, tant que certaines choses sont réglées ici. Mais une des choses contre lesquelles la Russie s'est toujours opposée, c'est tout type de garantie de sécurité. Quant à Washington, ses délégués ont parlé de la nécessité de commencer par élaborer des garanties de sécurité pour l'Ukraine et en même temps des garanties de sécurité pour l'Europe. Non, Starmer, le Premier ministre anglais, l'a mentionné, comme beaucoup d'autres, mais personne n'a jamais évoqué la sécurité de la Russie. Bien que les documents de l'OSCE que j'ai cités soient universellement développés et adoptés par consensus, ils exigent des garanties de sécurité sous une forme qui satisfait tout le monde. Jusqu'ici, cette attitude arrogante envers le droit international, envers ces promesses souvent trompeusement faites et consignées sur papier, se ressent dans l'approche de ces individus face à la crise ukrainienne actuelle. Sans respecter les intérêts de sécurité de la Russie, sans respecter pleinement les droits des Russes et des russophones vivant en Ukraine, il ne peut y avoir de discussion sur aucun accord à long terme. Donc il dit, numéro 1, personne n'écoute la Russie, personne ne parle des garanties de sécurité de la Russie, seulement des garanties de l'Ukraine et de l'Europe. Mais ensuite, et Gary, si tu peux afficher ça en plein écran juste avant qu'on entre à l'antenne. Apparemment, Lavrov dit maintenant aussi, et la Chine. Il dit que Moscou n'acceptera pas de garantie de sécurité collective négociée sans la Russie. La Russie l'acceptera si les garanties de sécurité pour l'Ukraine sont fournies sur un pied d'égalité avec la participation de pays comme la Chine. Il dit que c'est complètement inacceptable pour les alliés occidentaux s'ils veulent juste dire « vous garantie de sécurité pour l'Ukraine, mais rien pour la Russie ». Alors qu'en pensez-vous ? Parce que je me demande presque si, tout comme certains Européens disaient « oui, nous voulons encore garder l'OTAN sur la table », Lavrov dit « oui, d'accord, nous ferons des garanties de sécurité tant que vous acceptez des troupes chinoises en Europe, à la frontière entre nous deux. » Qu'en pensez-vous ? Oh, tu as gelé là? Bonjour? Oui, eh bien il leur envoie ce qu'ils essaient de lui envoyer. Et il fait cela pour montrer qu'ils vont rejeter cela. Ils ne l'accepteront pas du tout. Et cela renforce son point. Il ne s'agit pas de chercher un véritable règlement de paix. Il s'agit de contrôler, d'utiliser la Russie comme coin pour finalement aller après la Chine. Et donc, Lavrov comprend que ce n'est pas juste une question de traiter la Russie comme une menace. Cela a un objectif stratégique beaucoup plus large. Retournez voir un article écrit par Aaron West Mitchell dans The National Interest. Il a été publié en août 2021 et c'était basé sur un article qu'il avait écrit pour la planification politique au Pentagone, livré le décembre précédent, décembre 2020. Et dedans, il est très clair que l'objectif est de provoquer une guerre. Rappelez-vous, c'est août 2021, 6 mois avant le début de l'opération militaire spéciale. Que l'Occident va provoquer une guerre avec la Russie et la vaincre, et dans la défaite, forcer la Russie à s'allier avec l'Occident, que nous pourrons ensuite utiliser pour contenir et vaincre la Chine. C'est de cela qu'il s'agit. Cela a été un peu un projet d'Elbridge, partenaire de AWS Missile. Mitchell et Elbridge Kebby, petit-fils de Bill Kebby, l'ancien directeur de la CIA. Kebby était très impliqué là-dedans aussi. Il a dit notre menace, c'est la Chine. Nous devons gérer la Chine. Donc, en quelque sorte, la Russie est un peu un spectacle secondaire par rapport à cette réflexion stratégique plus large de l'État profond. Et vous savez, Trump en est inconscient, mais Lavrov ne l'est pas, et Poutine non plus.